La chasse-galerie est un moyen de transport qu'utilisaient nos ancêtres. Ceux-ci, bûcherons de métier, se voyaient souvent prisonniers pendant des mois, loin des villes, sur le chantier. Quand l'ennui leur perçait le cœur, l'envie de voir des femmes, danser en famille ou boire avec des amis, ils imploraient Satan de leur venir en aide. À minuit, un homme, tête en bas, versait de la main gauche 7 verres de rhum. Après avoir bu, toujours de la main gauche, tous se plaçaient ensuite dans le canot. Le pacte était fait. À l'arrière, le barreur criait de toutes ses forces: « Satan, roi des enfers, enlève-nous dans les airs, par la vertu de Belzébuth, mène-nous droit au but. » Les conditions étaient celles-ci. Pas de chapelet scapulaire ou médaille. Durant le trajet, ne pas prononcer le nom de Dieu ou l'évoquer par un de ses sacrements. Comme dernière condition, ne pas accrocher de clocher d'église. Si une de ces conditions se voyait brisée, Satan faisait tomber le canot et s'emparait des âmes. Beaucoup de vieillards vivant aujourd'hui n'ont pas connu leur père ou leur grand-père. Satan, roi des enfers, enlève-nous dans les airs, par la vertu de Belzébuth, mène-nous droit au but. Le grand-père Noro était, semble-t-il, bien heureux. Il s'était chicané avec une femme. Cette femme-là lui avait dit... Non, je les ai volés! T'as pas encore ramassé tes bagues sur mon terrain! Je t'avais dit de ramasser la semaine passée! Espèce de vieille sorcière! Sors de chez moi! J'ai pas envie qu'on pense au village que je fais des affaires avec toi! Va-t'en! Tu vas voir, mon jeune! Mais que je meurs! Je vais revenir te faire peur! C'est ça, c'est ça! Va-t'en donc en attendant! Quand une personne est déjà peureuse, ça en prend pas davantage pour l'effrayer. Ben, toujours est-il qu'un jour... Elle est morte d'une façon plutôt mystérieuse. Elle était sur les planches, comme on disait dans le temps. Lui, il est allé au corps, tout seul. Ben bon, vieille folle! Mais sur le chemin du retour, son cheval a pris le mort aux dents. Et dans sa tête, c'était la femme qui était morte et avec qui il s'était chicané qui se manifestait à lui, étant donné qu'il croyait dur comme fer au revenant. Quand l'homme est arrivé à l'étable, il a dételé son cheval, l'a mis dans sa boîte, dans sa section, et lorsqu'il a voulu attacher la bride, une boule de feu est sortie de la gueule du cheval! Et elle serait passée entre ses pattes, se dirigeant vers le grand-père. Il a eu une peur bleue et il a tout laissé là. C'est la grand-mère qui a été obligée d'aller éteindre le fanal parce que lui, il ne voulait plus retourner à l'étable, ayant eu trop peur. Dans sa tête, c'était la femme qui était morte qui s'était vengée comme elle le pouvait. Bah, pour nous, tout ça était presque une légende. Une boule de feu qui sort de la gueule du cheval, ça surprend. Et puis le grand-père y croyait. Et comme mon père nous le racontait, ça avait l'air d'être vrai. Ouais, ça avait l'air bien vrai.
Successum celi celi et terra, gloria tua, tua. Benedictum quid venit in nomine Domini, in nomine Patri, Filii, Spiritus Sanctus. Amen. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, paroissiens de Saint-Barnabé, voici le sujet de l'homélie d'aujourd'hui. À ce qu'on dit à chaque année, il y avait des hommes qui allaient à la chasse, au même endroit, au même camp de chasse. Ils y allaient la fin de semaine, le jour de la chandeleur. Hé ho, on va des oignons. Hé ho, Hey ho, hey ho, hé ho, hey ho. hé ho, on va des oignons. Une année, ils sont entrés dans le chalet et se sont mis à boire. Hey les gars, on va prendre un coup. Ouais, on prend une drap. Yes, on va se rouler. Yeah, une grosse bière! Yes. Puis, il y en a un qui est sorti. On sait pas trop pourquoi. Excusez-moi les gars, je vais aller soulager ma nature. Il s'est éloigné, il a disparu, et on ne l'a jamais revu. Bon, les autres ont trouvé ça bizarre, mais ils ont fait leur bagage et sont repartis. L'année suivante, les 3 hommes qui restaient se sont dit, Allons chasser à la même place. On va bien voir. On va aller chasser là. mais ils ont décidé qu'ils resteraient tous ensemble, parce qu'il s'y produisait des choses bizarres. Puis, il y en a un qui s'est éloigné. On ne sait pas trop pourquoi. Excusez les gars, je vais aller soulager ma petite nature. Il s'est éloigné, il a disparu, et on n'a jamais revu. Oh, les autres ont trouvé ça très bizarre, mais ils ont fait leur bagage et sont repartis. L'année suivante, les 2 hommes qui restaient sont retournés au chalet pour y passer la fin de semaine. Mais il faisait froid, et il fallait aller chercher du bois dehors. Écoute, va chercher du bois dehors. Ben, vas-y, toi, si t'es pas content. Il avait peur de sortir, car il savait ce qui était arrivé aux 2 autres. Le premier avait aussi peur que le second de sortir. Chacun voulait que l'autre y aille à sa place. Va chercher du bois dehors. Finalement, le second est sorti. Et quand il est revenu dans le chalet, celui qui était resté n'y était plus. Il a trouvé ça très bizarre, hein? Alors il a pris ses affaires et il est parti. C'était tellement bizarre et cette histoire n'avait tellement pas de sens qu'il s'est dit qu'il fallait qu'il aille raconter cette histoire au curé pour trouver une solution à cette situation. Je vous jure, monsieur le curé, ça s'est passé de même. Alors là, étendant mes bras au ciel et invoquant les désirs de mon saint créateur, je fis ce que j'avais à faire. Alléluia, 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 L'hiver est arrivé, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, l'hiver est arrivé, Marie, Marie, mitaine, si t'as pas tes bas de laine, faudra t'en tricoter, faudra t'en tricoter, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, faudra t'en tricoter, Marie, Marie, mitaine, si tu n'en tricotes pas, ben tu vas rouler des pieds, ben tu vas rouler des pieds, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, ben tu vas rouler des pieds, ben tu vas rouler des pieds, Marie, Marie, mitaine, puis si tu gèles les pieds, ben tu risques passer, ben tu risques passer, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, ben tu risques passer, Marie, Marie, mitaine, puis si tu y passes, ben moi m'ennuyer, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, ben moi m'ennuyer, Marie, Marie, mitaine, m'a ramassé du ceux pour passer la veillée, Marie, Marie, mitaine, Marie, Marie, mitaine, pour passer la veillée, Marie, Marie, mitaine, là, viens dans l'autre coucher, mais garde tes bas d'un pied.
Un voyageur était monté dans un rang à tête de la rivière chez Chicoutimi, afin d'y rencontrer un trappeur, qui était aussi un commerçant de fourrure. C'était au mois d'octobre. Les chemins étaient gelés. Fait que notre homme, après avoir fait une coupe de mille dans le bois à cheval dans son buggy, pour avoir marché 5 ou 6 000 pour arriver à la cabane, il s'amène chez le gars. Il s'amène chez le gars pour apprendre par les signes qu'il avait laissé sur ses branches d'arbres, qu'il était parti sur sa ligne de trappage, puis qu'il ne reviendrait même pas se coucher. Et là, comme c'était déjà la brûlante, puis qu'il n'y avait pas d'abri pour son cheval, ben notre homme décide de retourner de bord. Ouais. Là, il a pris un chemin de détour vers la montagne. Là, il y avait un beau clair de lune. Là, il y avait de la glace, la petite neige, puis les feuilles mortes là-dessus. C'était beau à maudire. Et là, à un moment donné, il a entendu une espèce de bruit. Et tu vois-tu pas une espèce de cochon, toi? Hey, ça devait faire 5 pieds de long, puis ça avait un gros néron en pour ça. Et là, il s'est dit, tu sais que ça peut venir, ce maudit cochon-là. Comprends-tu? Il n'y avait pas d'habitation à 12 ou 15 000 de là. Ben, notre homme, c'était pas un peu heureux. Oh non, non, non. Il a regardé comme fou le cochon. Et il s'est dit, attends un peu, mon maudit cochon, toi. Ben, tu vas me perdre de vue. Il a pogné son fouet. Il a donné un coup de fouet au cheval, toi. Là, le cheval a parti sur le cochon de beurrasse, comprends-tu? Le cochon s'y va toujours. Oh oui, le cochon s'y va toujours. Et là, il a pogné son fouet. Il s'est dit, attends un peu, mon maudit cochon. Il a donné un coup au cochon. Regarde pas, il est là. C'est comme si le fouet l'avait jamais touché. Il avait passé à côté. Il s'est réessayé encore, comprends-tu? Il comprenait pas ce qui se passait. Fait qu'il se réessaye. En dégâts. Ah ouais, il l'a semé, le cochon. Le cochon n'était plus là. Mais son cheval était trempé en calvaire, par exemple. Ouais. Là, rendu chez eux, il était gêné de raconter ça à sa famille, comprends-tu? Puis Henri, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Et là, il l'a finalement raconté à sa mère. Sa mère lui a dit que dans ce coin-là, là, il s'était passé une espèce d'affaire bizarre. Là. Il y aurait un bateau qui aurait remonté à Rivière-Saguenay vers les années 1822, si je me rappelle bien, qui était entré dans la pointe bleue. Soufflé par les vents d'automne, il s'était échoué. Une vingtaine d'hommes qui traversaient de l'air étaient morts de faim puis de froid pendant l'hiver. On les avait enterrés dans la montagne. Puis ce cochon-là, c'est comme le loup-garou qui garde le trésor. OK. Loup-garou, ouais. Mais même que pour ces gens-là, là, ben c'était comme l'esprit de ces gens-là qui rôdait encore aux alentours. La légende que je vais vous raconter se passe en 1946, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans un petit village qui s'appelle Routierville. C'était un village situé dans la vallée de la Matapédia, où il y avait environ 500 habitants. À ce moment-là, quand les jeunes allaient chercher leur blonde pour sortir, leurs parents leur faisaient promettre de ne pas aller danser parce que le curé de Sainte-Florence, qui est une paroisse située juste à côté de Routierville, leur avait interdit d'aller danser parce que... Ubi que quo faste gloria du conte,
supposément aux yeux de Dieu, c'était mal vu. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sanctus. Amen. Malgré tous les avertissements du curé, les plus ambitieux allèrent quand même danser jusqu'à 2, 3 heures du matin. Un soir, comme d'habitude, les mêmes personnes qui se rendaient à l'hôtel pour aller danser, ce qui était supposément interdit, ont vu arriver quelqu'un. C'était un homme très grand, tout habillé en noir, qui est entré dans l'hôtel. Personne ne l'avait jamais vu. Il s'est dirigé vers une fille que tout le monde désirait. Tout le monde la regardait. Tout le monde voulait danser avec elle. Puis, il lui a demandé pour danser. Et ils ont dansé ensemble très longtemps, sans se parler, sans même se regarder. À un moment donné, l'homme habillé en noir s'est arrêté de danser. Et il est parti, sans parler à la jeune fille, sans parler à personne. À ce moment-là, les gens qui dansaient à côté de la jeune fille se sont aperçus que la main de l'homme était étampée dans son dos. Ça avait traversé ses vêtements et ça avait, pour ainsi dire, brûlé sa peau. Une main toute noire. Comme c'était un petit village, les nouvelles se sont très vite répandues. C'était le diable! C'était le diable! C'était le diable! Le diable? Et les gens ont dit que, comme le curé l'avait prédit, C'est sûrement le diable qui est allé danser à l'hôtel de Routierville. celui-là, je l'oublierai jamais. Quand j'étais chez mon père, papa la tour, maman la tour et à pétour l'eau. Quand j'étais chez mon père, garçon à marier. Garçon à marier, garçon à marier. N'avait rien d'autre à faire, papa la tour, maman la tour, papa la tour, ma mère la tour et à pétour l'eau. Il y a un conte qui me vient à l'esprit. L'histoire du diable beau danseur. Je me rappelle qu'autrefois, ma mère me contait que la veille du carême, quand c'était les jours gras, il y avait un bal chez nous à Sylvie. Ma mère a souvent prêté sa maison parce qu'elle était très grande en bas. Bonjour! Viens t'asseoir, amenez une chaise, quelqu'un qui vient de s'asseoir. Hey, viens t'asseoir! Ben oui, j'en ai mon violon, ça vous tente de danser? Ouais. Ben laissez-moi 2-3 minutes pour accorder ça, puis on commence.
papa organisait des balles, des danses et un tas de choses. Je me rappelle qu'une fois, ma mère m'a conté qu'un homme est entré alors qu'il passait minuit. Mais après minuit, il fallait pas danser. Vous savez ça? C'était le mercredi décembre. Pas ordinaire. Ma mère m'a aussi conté qu'à Sillery, il y avait une maison où ça dansait un petit peu passé minuit. Un soir, l'homme est entré, très bien mis, chapeau de soie et tout ce que vous voulez. Alors les gens ont dit... C'est assez! C'est fini, là! Ouais. On écoute, mais on danse plus. Après minuit, c'est fini la danse. Une seule danse. Une seule. Oui. Ils ont acquiescé à sa demande. Et il paraîtrait que cet homme a dansé avec la plus belle. Quand le curé est arrivé... Ça fait assez longtemps que ça dure, cette danse-là. Il paraîtrait qu'en partant, il avait égratigné la main de la fille. Alors tout le monde a dit... C'était pas un homme, ça, c'était le démon! C'était pas un homme, c'était le démon! On a dit ça, c'était pas un homme, c'était le démon! Oui! C'est pas un homme, c'était le démon! Oui, c'était le diable qui est allé les faire danser. Leur faire commettre un péché. Tout le monde a confesse! Puis tout de suite! Il y avait un homme de Parcite sur la terre de Canon-Roi. Cet homme-là, c'était un sacreur-né. Mais il sacrait tout le temps. Puis c'était encore bien pire quand il était fâché. Ben, il sacrait assez qu'il embarquait dans sa calotte. Oui, il jetait sa calotte par terre puis il marchait dessus. Un jour, il battait du grain au fléau, puis ça allait bien mal. Une des personnes avec qui il travaillait, il a dit Hey! Si t'arrêtes pas de sacrer, là, le diable va t'apparaître! Oh ouais! Eh ben, s'il y en a un diable qui m'apparaisse direct là! C'est clair ça? Les gens n'en ont plus reparlé. Ils ont continué à travailler, puis une fois le travail terminé, ils sont tous allés à la batterie. Sauf que non. Là, le diable avec sa grande fourche est apparu. C'est clair!
Ken Roy a eu assez peur qu'il est parti en courant comme un fou. Il avait les cheveux draies de sa tête. Il était devenu tout blanc. Ah! 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 Kenon, là, il était assez traumatisé par cette expérience-là, qu'il est allé se confesser sur le champ, puis il s'est baptisé lui-même Roi le Diable. Il paraît que par la suite, il a pu jamais, mais jamais sacrer de sa vie. Ouais. Oh! Tabarnouche! Oh non! Colin! As-tu ton c'est sacremouille! Ouais, une crise de bonne histoire, ouais. Ça se passait dans le 7e rang d'Armont, pas loin d'un petit ruisseau qu'il y a par là. Il y avait un vieux cultivateur qui avait des cochons, tandis que son voisin n'en avait pas. Son voisin, disait-on, était jaloux. Un jour que le voisin jaloux était chez l'autre, ce dernier lui dit « J'en fais à la grange! Viens donc à mes cochons! » En arrivant là, le voisin jaloux se met à regarder les cochons puis il dit « Tiens! C'est celui-là qui est plus gros! » en le pointant du doigt. Le cochon commence à tourner. Il fait 3-4 tours et tomberait de mort. Les deux hommes reviennent à la maison et celui qui avait perdu son cochon n'était guère de bonne humeur. Le lendemain, le propriétaire du cochon s'en va trouver son vieux père et lui raconte cette histoire. Ah ben ça! Dit son père. Ça là, c'est un cas de loup-garou. Et il ajoute. La prochaine fois que tu vas aller dans la grange avec ton voisin, fais craindre de rien, puis prépare ta hache. À la minute où il va essayer de faire la même chose, là, à la minute où il va étendre le doigt, là, ben plante ta hache dans la poutre de bois à côté. Tu vas voir ce qui va arriver. Au bout de 4 à 5 mois, en plein été, le voisin revient passer la soirée et demande. Et puis, ton cochon, c'est curieux qu'il soit mort. Celui qui avait perdu son cochon lui dit. Ben oui, hein? J'ai jamais compris de qu'est-ce que c'était ça, cette maladie-là. Et il ajoute. Ah, j'en ai d'autres cochons. Tu veux-tu y voir? Oui, on va y aller. Les deux hommes partent. Ils s'en vont voir les cochons. En arrivant dans l'étable, le propriétaire demande à son voisin. Puis, c'est lequel que tu trouves le plus gros? L'autre, ne pouvant s'en empêcher, étend le doigt. L'homme avait l'âge prête, il la plante aussitôt dans le bois. Le voisin s'est changé en loup-garou. Des fois, j'ai peur un peu, des fois, j'ai peur beaucoup, des fois, j'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout. On n'en a plus jamais entendu reparler.
Je mange à tourtière. Ah, mais moi, je mange à tourtière. Ah, mais moi, je mange à tourtière. La légende que je vais vous raconter se passe il y a plusieurs centaines d'années, avant même que Jacques Cartier arrive, avant même qu'il y ait des Blancs en Amérique. Ça se passe au Mont-Commis. Maintenant, on appelle ça le Mont-Commis, mais avant, c'était le territoire de Monco. Monco, c'était le chef indien d'une tribu qui vivait sur les terres du Mont-Commis. Il y avait à ce moment-là beaucoup de guerres amérindiennes pour du territoire, pour du gibier, pour tout. On a même un endroit où les Iroquois et les Micmacs ont fait une grande bataille, et c'est pourquoi on l'a appelé l'île au massacre. Il y avait beaucoup de guerres amérindiennes. Monco est un pacifiste qui a décidé de rassembler les chefs des tribus voisines sur une île qui s'appelle l'île Sacrée, située sur les terres du Mont-Commis. Il y avait à ce moment-là une immense plage autour. Monco a rassemblé les chefs et leur a fait signer un traité. Ils ont, pour ainsi dire, délimité du territoire pour tout le monde et ils ont dit qu'ils cesseraient de se battre et qu'ils vivraient en paix. Monco a fait ce qu'il avait à faire pour arrêter les guerres. Monco est mort de vieillesse et on l'a enterré. En fait, on l'a mis dans un tombeau et on l'a glissé sur la plage que l'on croyait sacrée parce que Monco était un grand homme. Avec le temps, le niveau de l'eau est monté par-dessus le tombeau. Maintenant, on peut s'y rendre en canot et passer juste à côté du tombeau. Et le tombeau est devenu comme merveilleux. On dit qu'on peut encore le voir, mais on dit qu'on ne peut pas y toucher. Que si quelqu'un y touche, il pourrait être très malheureux après. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, L'été, je suis monniqueur dans un camp de vacances au Mont-Commis. On amène les jeunes en canot quand on les initie et on leur raconte la légende. On leur dit, comme la légende d'ailleurs, qu'il ne faut pas toucher au tombeau. Évidemment, il y en a qui touchent quand même. Les moniteurs s'organisent alors pour faire chavirer leur canot. C'est un jeu. Lorsque je donnais un stage à l'Écadé, il y en a un qui a fait exprès de toucher au tombeau en se moquant. L'histoire que t'as racontée, là, de Moko, là, c'est même pas vrai. Parce que j'ai touché à son tombeau puis il m'est rien arrivé. Fait que ce que tu racontes, là, c'est juste de la maudite merde. Le temps était plutôt mauvais. Les vagues assez hautes sur la lac. Quand on est arrivé au quai, sans même que quelqu'un y soit pour quelque chose, quand on est arrivé pour accoster, il est bel et bien tombé en bas de son canot. Un jour, une jeune princesse de la vallée des Têtes de Boule de la Manoine fit partir son fiancé, qui était un brave guerrier, pour aller combattre les Iroquois à Caughnawaga. Dans la tribu, il n'y avait pas plus beaux jeunes gens. C'est donc le cœur déchiré que la jeune princesse assista à ce départ. Les deux fiancés se dirent au revoir, car ils savaient qu'au retour de la guerre, ils se marieraient. Cette querelle entre les deux nations était survenue chez la Tête de Boule après le massacre de 8 braves tués par les Iroquois pour une question de fourrure. Le départ fut donné par le chef de la nation, qui était aussi le frère de la jeune princesse. Dès que les canots eurent disparu de la vue des habitants de la bourgade, la jeune princesse se réfugia dans la tente familiale pour y pleurer. Le départ avait eu lieu au printemps, et le retour ne devait avoir lieu qu'à l'automne. Le printemps passa,
puis l'été, puis l'automne. Un beau jour d'octobre, 5 des 40 canots revinrent, mais le brave guerrier n'y était pas. Ses compagnons dirent à la jeune princesse que son fiancé avait été bienveillant, qu'il avait tué des dizaines d'Iroquois, avant d'aller se cacher dans la forêt, poursuivi de dizaines d'ennemis. Sa fiancée écouta ce récit, mais décida d'aller à la rivière le printemps suivant pour aller chercher son beau fiancé. Elle descendit la rivière dès l'arrivée des beaux jours, mais dès la première chute dépassée, celle des grandes piles, son canot chavira en plein rapide. Comme par miracle, elle atterrit sur une pierre. Elle se mit à pleurer, espérant toujours voir arriver son beau fiancé. Les oiseaux du ciel à nourrir, et les années passèrent. Ses beaux cheveux noirs devinrent blancs, et elle attendit si longtemps qu'elle fut changée en pierre. Les premiers explorateurs et missionnaires qui remontaient la rivière le long du portage la décrivaient comme celle-ci. Elle a vraiment la tête d'une vieille amérindienne. À la place de ses cheveux, on peut voir des épinettes noires. Les rapides, ce sont ses rides, et le bouillonnement des eaux, ses pleurs. L'histoire de Joe Montferrand. Premièrement, c'est pas une histoire, c'est un fait. Wow. Vers les années 1880, ah puis ça c'était bien avant Louis VI. Un peu de respect pour Louis VI. Mais dans ce temps-là, il y avait pas mal de friction entre les Anglais et les Français. Dans la région de Hull puis celle d'Ottawa. On va savoir les Anglais! Naturellement, t'avais les Anglais du bord d'Ottawa, t'avais les Français du bord de Hull. Mais dans ce temps-là, t'avais un bûcheron. Il s'appelait Joe Montferrand. Ouais. Joe Montferrand, là. Ça mesurait 7 pieds 2. Puis ça pesait 250 livres. Joe Montferrand, là, il était reconnu là, pour avoir une force extraordinaire. Ouais. Il y a même une histoire qui raconte là-dessus. Que quand Joe voulait traverser le pont des Chaudières pour retourner à Hull, eh bien, il y avait 5 ou 6 têtes carrées qui voulaient l'empêcher de passer. Eh bien, ils les ont tous renversés un après l'autre. Oh, regarde ça. He's my son of bitch! Ça, là, premièrement, c'était pas une légende. C'était pas une légende, hein? Excuse-moi, Joe. C'était pas une légende, parce que c'était connu dans toutes les tavernes de Hull puis d'Ottawa que Joe Montferrand était capable de temper sa botte de bûcheron dans n'importe quel plafond. N'importe quel plafond. Puis Joe, c'était pas compliqué. Il faisait ça en 2 mouvements. C'était 1, puis c'était 2. Ouais. Joe Montferrand, il était bien reconnu dans le temps. Bien reconnu, ouais. Joe? Joe? T'as-tu de quoi contre ça? Non? Ben viens-t'en!
Radio-Canada International présente Disques québécois. De Gaspésie. L'histoire que je vais raconter s'est passée en Gaspésie. C'était un pêcheur qui était bien pauvre. Il vivait avec sa femme et ses enfants dans une petite cabane. Chérie, nous n'aurons rien à manger encore ce soir. C'est pas grave, on va s'arranger. Il pêchait, je crois, le homard, mais ses filets étaient toujours vides. Oh, chérie, je ne sais pas ce que je donnerais pour voir mes filets remplis de beaux homards, starfish. Boum 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 shabiloua shabiloua boum boum shabiloua shabiloua boum boum shabiloua shabiloua boum boum. Starfish, le homard par excellence. Ils étaient dans une période où ils n'avaient plus rien à manger et sa femme ne pouvait pas travailler. Un jour où il pêchait, le diable lui est apparu. Pom 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 pom. Et lui a dit: Écoute l'ami, tu m'as l'air d'avoir de la misère. Écoute bien, si tu fais un marché avec moi, si tu fais un pacte, disons, si tu promets de me donner ton fils lorsqu'il aura 18 ans, moi, je m'engage à voir à ce que tes filets soient pleins tous les jours de bons homards. Il était tellement dans la misère qu'il a accepté sans trop y penser. Ok, j'accepte, sans trop y penser. Étant donné que 18 années c'était loin, compte tenu du fait que son fils n'avait alors que 2 ou 3 ans. De toute façon, 18 années c'est loin. Mon fils n'a que 2 ans. Il rentre chez lui, et cette fois, ses filets étaient pleins. Il ramenait du homard. Chérie, nous allons avoir quelque chose à manger ce soir. C'est pas grave, on va s'arranger. Chérie! Sa femme était contente. Mais après le souper, il lui parle de ce pacte-là. Elle lui dit: Profitons d'abord de ce poisson-là, on en reparlera après. Les années passent. Ce passage dans le temps vous est présenté par Timex. Oui, Timex, la montre qui dure. Et le pêcheur avait oublié cette histoire-là. 1000 fois de morue, j'avais oublié cette histoire-là. Comme de fait, quand son fils a eu 18 ans, le diable est réapparu au pêcheur qui était en train de pêcher. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Le diable lui a dit: Écoute l'ami, il est temps d'honorer ton pacte. Je viens chercher ton fils, tel que prévu. Le pêcheur ne s'en souvenait plus. 1000 fois de morue, j'avais oublié cette histoire-là, moi. Mais comme c'était un pacte, il fallait qu'il le respecte. Il revient donc chez lui avec le diable qui le suivait. Ce dernier reste dehors sur le bord de la porte, parce qu'on ne peut sûrement pas faire entrer le diable chez soi. Le pêcheur dit à sa femme: Chérie, c'est le diable. T'en rappelles-tu, on avait oublié cette histoire-là? C'est pas grave, on va s'arranger. Et leur fils était dans la maison. La femme s'adresse alors au diable et lui dit: Tu ne peux quand même pas amener notre fils sans qu'on lui fasse des adieux. Tu vois la chandelle, là? Tu amèneras notre fils lorsque la chandelle se sera éteinte d'elle-même. Ah, j'accepte sans trop y penser. La femme souffle alors la chandelle et dit au diable: Comme la chandelle ne s'est pas éteinte d'elle-même, tu ne pourras jamais amener notre fils. Le diable est parti en beau fusil, avec toute la provision de homard starfish. Non! Pas mes homards! Prenez mon fils plutôt! Le pêcheur de Gaspésie, le pêcheur de Gaspésie, le pêcheur de Gaspésie, et le diable.
La semaine prochaine, Starfish vous présente Jésus et la multiplication des poissons. Star.